directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Le dépistage de masse n'est pas à l'ordre du jour et on ne peut pas parler de statut sérologique. 2 chauffeurs arrêtés à Louga pour violation de l'interdiction de transport interurbain. Les détails dans ce journal. Et puis distribution de vivres et de produits d'hygiène aux ménages vulnérables aux effets du Covid-19. La phase pilote démarre demain, mardi. Près de 40 000 tonnes déjà mises en place. Et puis nous parlerons également des difficultés rencontrées par certains retraités pour percevoir leur pension. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour à Souleymane Niang, bonjour à tous. Le Togo qui fête ce 27 avril les 60 ans de son accession à la souveraineté internationale. Une indépendance particulière qui a suivi, tout comme celle du Cameroun, un chemin différent de celui emprunté par le reste de l'Afrique francophone. Triple scrutin du 20 mai prochain au Burundi. La campagne pour les législatives, les municipales et la présidentielle a été lancée ce lundi. Une campagne qui va se poursuivre jusqu'au 17 mai prochain malgré la pandémie du Covid-19. 17 morts au cours d'une embuscade dans le parc des Virunga, c'est en RDC. L'attaque a été attribuée aux rebelles Hutus rwandais. Rendez-vous pour le développement de tous ces titres dans quelques minutes. Autre rendez-vous à suivre, Core News, l'actualité du Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et puis il y aura notre rubrique Point de vue avec nos 2 invités du jour. Nous évoquerons la question des malades du Covid-19 qui, intentionnellement ou pas, échappent à la surveillance épidémiologique et qui se manifestent tardivement après avoir répandu la maladie. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, coordination et régie d'antenne, Papa Mardiao. D'abord, le point de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Le virus continue de progresser tant en nombre de cas qu'au plan spatial. Les chiffres du jour avec le docteur Marie-Khémès Ngom Ndiaye. Ce lundi 27 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts suivis par nos services. 14 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 2 à Sangalkam, 2 à Rufisque, 1 à Grand Médine, 6 à Touba, 1 à Thiès, 1 à Sédhiou, 1 à Mbacké, et c'est la femme qui est décédée hier. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Un cas grave est admis en réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 442 sous traitement. Comme annoncé, le Sénégal a enregistré son 9e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 60 ans, décédée au cours de son évacuation vers le centre de traitement et d'isolement de Touba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Comme je vous le disais dans les titres, Sédhiou enregistre ce jour son premier cas de coronavirus. Le cas déclaré par les autorités compétentes est issu de la transmission communautaire. Les premières informations dont nous disposons de ce cas est que l'homme a été à Louga avant de rentrer chez lui à Mankonoba, dans le Pakao, et qu'il a animé une émission samedi dernier dans une radio de la commune de Sédhiou. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Max Euclide Kamfani. Jusque-là, épargnée par cette pandémie, la région de Sédhiou vient d'enregistrer son premier cas de personnes atteintes du coronavirus issu de la transmission communautaire. L'infecté est un homme âgé d'une quarantaine d'années environ, selon les informations à notre disposition pour l'instant. Le monsieur habite Mankonomba et faisait la navette entre cette localité et la commune de Sédhiou. D'ailleurs, le samedi dernier, il a animé une émission dans une radio de la place dans l'après-midi. Le CIE, selon toujours ces informations que nous disposons, était à Louga avant de rentrer à Sédhiou. Le flou reste pour l'heure sur la date de son arrivée dans la région, principalement dans sa localité Mankonomba. Mais des personnes qui connaissent le malade déclaré aujourd'hui atteint de Covid-19, premier cas donc à Sédhiou, prétendent qu'il a duré dans le Pakao. Nous avons tenté de joindre les autorités médicales pour avoir plus de détails sur ce cas de Sédhiou,
mais rien pour le moment. L'on aurait appris qu'elles étaient en réunion, ces autorités, certainement pour voir la communication et la stratégie à adopter après la confirmation de ce premier cas. Les employés de cette radio que le malade a fréquenté ce week-end, venus travailler ce matin, sont confinés là-bas en attendant l'arrivée des équipes médicales pour des tests et désinfection des lieux. Ceux qui ont fréquenté la radio durant cette période ont été appelés au téléphone par le responsable de la boîte afin de rester chez eux pour éventuellement être testés. Max Euclid Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Louga, où la police a mis la main sur 2 chauffeurs qui avaient trouvé un stratagème pour contourner les dispositifs de sécurité mis en place pour faire respecter l'interdiction de circulation interurbaine. Les détails avec Paul Abraham Pouya. Les 2 personnes arrêtées, l'un est un taximan, l'autre un particulier. Ils travaillaient en parfaite complicité. L'un était chargé de transporter les passagers jusqu'à Barom, la sortie vers la commune de Nguidile. L'autre se chargeait de les acheminer vers Touba. Et à chaque fois qu'ils revenaient de Touba, ils amenaient aussi d'autres clients. Même procédure, Touba-Barom pour l'un, pour la première étape, et l'autre, Barom-Louga, pour conclure. Chaque passager déboursait 12 500 francs CFA pour effectuer le voyage. La police de Louga a mis la main sur ces 2 individus qui ont bravé les restrictions du transport interurbain en cette période d'état d'urgence. Après leur garde à vue, ils sont déférés au parquet pour un face-à-face avec le procureur. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, complicité de transport irrégulier, complicité de mise en danger de la vie d'autrui. La police de Louga a aussi immobilisé plus de 67 motos Jakarta pour non-respect des mesures prises par le préfet du département de Louga. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour sur le point épidémiologique du jour. Le département de Rufisque a également enregistré aujourd'hui 5 cas communautaires, 2 à Rufisque et 2 à Sangalkam ainsi qu'un à Ndiagne. Abdou Diouf Diagne à Rufisque. À l'espace de 24 heures, le département de Rufisque enregistre 5 cas issus de la transmission communautaire. Les 3 sont enregistrés dans le district sanitaire de Sangalkam qui regroupe les communes de Sangalkam, Bambilor, Tivavonpol et Djakhaï. Les personnes infectées sont des femmes selon notre source. Notre source nous informe aussi qu'elles s'activent dans le commerce. Les 2 cas communautaires localisés dans le district sanitaire de Rufisque sont des hommes et pour le moment on ignore où ils ont chopé le virus. Cette augmentation des cas communautaires dans le département inquiète beaucoup les Rufisquois, surtout dans ce moment où on constate toujours des rassemblements au niveau du marché central et autres lieux publics. Reste maintenant aux autorités de faire respecter les mesures édictées pour barrer la route à cette pandémie, selon les Rufisquois. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Vous avez dû rectifier de vous-même des cas donc à Rufisque et à Niag, ainsi qu'à Sangalkam. 6 nouveaux cas également dans la région de Thiès. La peur gagne de plus en plus de terrain dans le Djender. Dans cette commune de la zone des Niayes, les populations sont de l'alerte rouge. Cheikh Anta Diop. 6 nouveaux cas du coronavirus. La commune de Djender attire aujourd'hui l'attention. 3 cas contacts dans Djender, chef-lieu de commune, et 3 autres cas à Tor, un village de la commune. Les 6 nouveaux cas sont issus des 36 femmes qui étaient mises en quarantaine. Selon nos sources, plusieurs dizaines de personnes devraient être mises en quarantaine, dont le personnel du poste de santé de Tor. À Djender et villages environnants, la peur gagne du terrain. À l'instant même, des éléments du service d'hygiène de Thiès, dirigé par le capitaine Idrissa Ndiaye, chef du service régional d'hygiène de Thiès, se trouvent sur les lieux pour les opérations de désinfection. Les populations de Djender attendent toujours l'aide des autorités compétentes en produits d'hygiène. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis, je vous le disais dans les titres, une infirmière au service à l'hôpital Abbas Ndao de Dakar fait partie des personnes contaminées du jour. Elle sert donc au service chirurgie de l'hôpital Abbas Ndao. Les personnels de santé qui sont touchés par le Covid-19, 25 cas pour l'instant, mais aucun dans les centres de traitement épidémiologique, selon le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Bousso, qui est intervenu aujourd'hui à la suite du docteur Khemes Ngom. Je vous propose de l'entendre à ce sujet.
Il y a beaucoup de communication autour du personnel de santé. Nous avons effectivement des personnels de santé qui ont été testés positifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types. Nous avons des personnels de santé qui sont dans la communauté, qui ont été contaminés dans la communauté, et des personnels de santé qui ont été contaminés dans l'exercice de leurs fonctions dans les structures hospitalières. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans nos centres de traitement, où nous avons actuellement plus de 700 patients en soins, aucun personnel de santé n'est infecté. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important parce que tout simplement, M. le ministre a donné des indications fermes pour que ces structures de santé soient dotées de tous les moyens de protection afin de protéger l'ensemble des personnels qui y sont. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucun personnel de santé, en tout cas infecté à ce jour dans nos centres de traitement. Le Sénégal qui, malgré les derniers développements épidémiologiques, ne change pas de stratégie de riposte. Selon le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le dépistage de masse n'est pas à l'ordre du jour et on ne peut pas parler de statut sérologique. Mohamed Ali Mouba. Malgré la montée en flèche de la courbe des contaminations au Sénégal, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire reste fidèle à sa stratégie. Pas de dépistage en masse, selon Dr Abdoulaye Bousso. Du dépistage de masse n'est pas encore à l'ordre du jour parce que tout simplement, il faut toute une stratégie, il faut des moyens spécifiques pour pouvoir faire un dépistage de masse. En sachant aussi qu'on ne peut pas parler de statut sérologique. Quand on connaît l'épidémiologie de cette maladie, où vous pouvez être malade pendant les 14 jours de votre période d'incubation, même si aujourd'hui on testait les 16 millions de Sénégalais, 2 jours après, on peut avoir la moitié qui peut être possible. Donc aujourd'hui, la stratégie reste le dépistage donc des personnes positives et des contacts qui sont autour de ces personnes. Mais selon Dr Bousso, le Sénégal envisage d'utiliser des tests de diagnostic rapide. On attend juste le feu vert de l'OMS. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées dans le sens d'avoir ces tests de diagnostic rapide. Il y a beaucoup de tests qui sont actuellement en cours d'analyse, même au niveau de nos laboratoires. Et si ces tests sont validés, ces tests pourront être utilisés et nous serviront pour faire une stratégie avancée autour des cas contacts et autour des zones qui sont touchées. La Chine avait offert 20 000 kits de diagnostic rapide au Sénégal, mais il se pose là un problème de sensibilité selon une source. Il faut s'assurer qu'ils sont efficaces à 100%. La moyenne d'âge des patients infectés et sous traitement passe sous la barre des 40 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à 34 ans. Au 2 avril dernier, la tranche d'âge des 25-60 ans représentait 64% des cas positifs. Les personnes âgées très vulnérables au coronavirus. À ce jour, la moyenne d'âge des cas graves représente 69 ans. Parlons de la prise en charge des patients du Covid-19 qui risquent de poser problème à Tambacounda. Tous les 44 lits du centre de traitement sont désormais occupés. Le comité régional de gestion des épidémies mise sur la possibilité d'extension ou même l'ouverture d'un autre centre. Moussa Omar Gueye. À Tambacounda, le comité régional de gestion des épidémies s'affaire autour de l'extension de la capacité du centre de traitement, voire même l'ouverture d'un autre site. Boubacar Tamba, journaliste correspondant régional de Sud FM. La capacité d'accueil de nos structures dédiées au traitement du coronavirus est dépassée. D'au moins 8 à 9 patients, ça pose problème. Le meilleur message qu'on peut véhiculer aux gens, c'est que tout le monde respecte les mesures édictées par les autorités sanitaires de ce pays. C'est que comme l'a si bien dit le professeur Moussa Sidi lors de son passage ici à Tambacounda, qu'on crée un centre de traitement spécial pour Tambacounda et dans les meilleurs délais. Non seulement les cas flambent à Tamba, mais aussi Tamba a une position carrefour très importante. Donc tous les gens de la région de Kédougou réfèrent ici, une partie de la région de Kolda réfère ici, dans la sous-région on réfère ici. Donc ne serait-ce que pour ça, il faut qu'on y aille le plus rapidement possible, qu'on mette une sorte d'hôpital de campagne à Tambacounda. Comme ça va essayer de régler le problème de dépassement de la capacité d'accueil de l'actuelle structure, qu'on mette d'autres dispositions aux équipes, d'autres choses à la disposition des équipes médicales de Tambacounda. La région compte à ce jour 52 patients sous traitement. Et s'agissant des prélèvements, pour ceux qui auraient eu contact avec le cas communautaire, les résultats ne sont pas encore portés à la connaissance du grand public. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. La distribution de l'aide alimentaire destinée aux couches vulnérables démarre demain. Le lancement est prévu à Guinaouraï, dans la banlieue dakaroise, et à Yenne, dans le département de Rufisque. Mais déjà, le ministère en charge de l'équité sociale indique que plus de 38 000 tonnes de vivres ont été acheminées dans les différentes localités. Près de 1000 camions ont été mobilisés pour le convoyage, de même que le bateau de fret du Kosama. Écoutons Rachel Boukal-Koli, secrétaire générale du ministère donc du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. À ce jour, un total de mise en place des vivres de
38 754,8 tonnes, dont 30 094 déjà chargées au niveau du port, dont le bateau du Kosama a été acheminé dans les régions et départements. Ce quota acheminé est ainsi réparti. Je donnerai approximativement certaines régions. On a le département de Ziguinchor. Sur un quota alloué de 2375,1 tonnes, la totalité a été livrée. Pour le département d'Oussouye, sur un quota alloué de 785,500 tonnes, la totalité aussi a été livrée. Pour le département de Vélingara, sur un total de 2702,800 tonnes, 1471 tonnes a été déjà livrée. On a un total de 38 754,8 tonnes déjà livrées sur l'ensemble des départements du Sénégal. Pour le convoyage, 888 camions ont été mobilisés, dont 35 camions de l'armée, 171 camions du collectif des transporteurs et 8 camions du commissariat à la sécurité alimentaire. Le reste des camions, c'est les prestataires qui ont des contrats à cet effet. À ce jour, tous les comités à toutes les échelles sont déjà fonctionnels. Ces comités sont assistés par des vérificateurs recrutés parmi les acteurs porteurs de dynamique populaire, les relais communautaires, mais aussi parmi les jeunes volontaires qui sont dans les quartiers et villages. Autre aspect de cette actualité, des syndicats de l'éducation jugent impossible une reprise des cours lundi prochain, le 4 mai. Les conditions ne sont pas encore réunies à leur avis. Ils proposent par ailleurs une prolongation de l'année scolaire pour tenter de rattraper le temps perdu. C'est un dossier signé Koumba Sandiane Faye. Des pays européens commencent à réouvrir les portes des écoles pour une reprise des cours. Au Sénégal, quelle stratégie adopter pour aller vers ça? Difficile de l'envisager vu l'évolution des cas communautaires. Sorosen est le secrétaire général du SAEMS. Par exemple, en fin juillet, là, il va falloir envisager les examens vers le mois d'octobre et voir maintenant avec toutes les parties prenantes comment prolonger l'année scolaire et dans quel... Comment faire pour envisager les examens en fin décembre, ce qui empiéterait certainement sur l'année scolaire. Un autre syndicat, le QSEMS Authentique, le coordonnateur d'Ambo, lui propose ce planning. Mais en petits groupes, en éclatant les classes d'examen, pendant que les classes intermédiaires vont attendre donc la deuxième phase. Et pour les classes d'examen, quand on les éclate en petits groupes d'une dizaine d'élèves, on pourrait respecter les précautions barrières qui sont édictées par les personnels de santé et on pourrait également respecter la distanciation sociale tout en respectant également les dispositifs de lavage des mains à l'entrée et à la sortie. Nous pourrons valablement faire donc les enseignements apprentissages sans créer des conditions de propagation du virus. Abdoulaye Ndoye du QSEMS, lui, parle de réaménagement de l'année scolaire comme solution si toutefois ces préalables font défaut. Prendre en compte l'avis déterminant du comité national de gestion des épidémies. Maintenant, si toutes ces conditions sont réunies, on peut envisager la reprise des cours et les poursuites jusqu'en mi-août 2020. Les évaluations du second semestre sous forme de contrôle continue. Les examens dans la première quinzaine du mois d'octobre 2020, l'ouverture des classes en novembre 2020. Ces syndicats d'enseignants a chacun sa proposition pour une sortie de crise. Mais quoi qu'il en soit, ces acteurs de l'éducation espèrent voir l'année être sauvée. Les retraités éprouvent d'énormes difficultés pour percevoir leur pension en cette période de crise sanitaire. À la perception du cerf-volant à la zone B, les retraités se disent exposés parce qu'aucune mesure n'est mise en place à l'extérieur. Reportage Nafissa Toussila. Nous sommes à la perception de Dakar, section cerf-volant à la zone B Ballon. Il est 8h et l'appel commence déjà à l'intérieur. Mais à l'extérieur, la devanture est pleine à craquer. Beaucoup de monde et la distanciation sociale n'est point respectée, nous dit M. Sow.
Je viens de reculer, je suis venu récupérer ma pension. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas la distanciation. Il y a beaucoup de monde et nous sommes plutôt jeunes retraités, mais les vieux qui sont là sont fatigués parce que depuis 6 heures du matin, il y a certains qui sont venus déjà et on n'a pas de place assise. Les gens sont agglutinés les uns sur les autres pratiquement. Même si à l'intérieur du bâtiment, des mesures nécessaires sont prises, les conditions à l'extérieur restent déplorables. Ces veuves déclarent leur crainte de choper ce virus avec leur âge avancé. C'est vraiment compliqué. Je suis là depuis 7 heures du matin. On a récupéré ma carte et depuis je poireaute. Je ne sais même pas si ma carte est à l'intérieur ou pas. On est là debout et on n'a même pas où s'asseoir. C'est vraiment dur. Et ce n'est pas du tout sûr. Mes enfants ont insisté pour que je ne vienne pas, mais je ne peux pas laisser mon argent ici. Et le mois passé, c'était pareil. Pour moi, ce n'est pas du tout normal avec notre âge. Déjà qu'à l'extérieur, il n'y a même pas d'espace. Donc, on ne peut que s'agglutiner comme ça. Et vraiment, on ne sait pas qui a le corona ou pas, ici même. Ces dames insistent alors, on doit leur trouver une solution. Et pour elles, c'est le transfert d'argent. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure solution. Parce que s'entasser ici, ça n'augure rien de bon. Moi aussi, c'est ce que je veux. C'est mieux, le transfert d'argent. Le coronavirus et les personnes du 3e âge ne font point bon ménage, surtout que beaucoup souffrent de maladies chroniques. Une alternative efficace ne serait pas de trop pour ne pas encore exposer ces vieilles personnes. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Souleymane Niang. Le Togo fête les 60 ans de son indépendance ce 27 avril. Eh bien oui, l'indépendance du Togo qui a été proclamée dans la nuit du 26 au 27 avril 1960. Cette année, les activités commémoratives ont été réduites au strict minimum à cause de la pandémie du Covid-19. Sodacham. La République autonome du Togo est proclamée le 30 août 1956, mais les nationalistes ne se satisfont pas de cette autonomie. Le Conseil de tutelle lui-même reste sceptique. Une mission de l'ONU sera donc renvoyée sur le terrain. Et par la suite, les Nations Unies préconisent l'organisation de législatives anticipées sous leur contrôle. L'élection a lieu le 27 avril 1958. Après des années de boycott de scrutin qui semblaient jouer d'avance, les nationalistes togolais sont bien décidés à mener la bataille. En votant pour les nationalistes, les Togolais prennent dès ce 27 avril 1958 l'option de l'indépendance, quelques mois même avant le nom historique de la Guinée à la communauté française. L'indépendance est proclamée 2 ans plus tard, jour pour jour, dans la nuit du 26 au 27 avril 1960. Les couleurs du Togo sont levées. Le pays sera dirigé par Sylvanus Olympio pendant les premières années de son indépendance, jusqu'à son assassinat le 13 janvier 1963 par des militaires en colère. Ces militaires ont-ils servi d'instrument à une manœuvre france-africaine? Se débarrasser d'Olympio devrait-il permettre de stopper une trajectoire qui s'éloigne trop des intérêts français? Beaucoup s'interrogent. Certains, comme l'historien Tetevi Godwin Tete, en sont convaincus. Les archives n'ont certainement pas encore tout dit. Burundi, début de la campagne électorale malgré la pandémie du Covid-19. C'est en vue du triple scrutin du 20 mai prochain, élection des députés, des conseillers municipaux et la présidentielle. Et pour cette élection présidentielle, 7 candidats sont en lice. Le général Évariste Ndayishimiye porte les couleurs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il est le dauphin de Pierre Nkurunziza, l'actuel chef de l'État, qui ne se présente pas à cette élection présidentielle. Mais déjà, plusieurs observateurs estiment que c'est une élection sans enjeu. Pour eux, le vainqueur est déjà connu. Ce sera le candidat du CNDD-FDD, Souleymane. RD Congo, on reparle de cette embuscade dans le parc de Virunga qui avait fait 17 morts. Il s'agit de 12 gardes, un chauffeur et 4 civils. La responsabilité des rebelles hutus-rwandais est pointée du doigt par les responsables du parc. C'est l'une des plus lourdes attaques visant les quelques 700 rangers des Virunga, dont 176 ont été tués en 20 ans dans cette région du Kivu, déstabilisée par la violence des groupes armés. Et puis nous restons en République démocratique du Congo pour parler de l'état de santé du chef de la secte Bundu Dia Congo qui inquiète son avocat et ses proches. Maître Nuyunda, arrêté vendredi, a été évacué hier au centre psychopathologique de Kinshasa. Les autorités sanitaires devront donc savoir s'il peut être jugé ou pas avec son état de santé. Jo Maroun.
Les nouvelles du chef de la secte Bundu Dia-Congo, né Mwanda Assemi, a été évacué au centre neuropsychopathologique, le CNPP de Kinshasa, pour des examens sur son état de santé et de celui de sa femme. L'avocat des mises en cause, Philippe Kibangu, qui les a rencontrés au commissariat provincial de la police, a déclaré avoir accédé difficilement au dossier de son client. Il précise toutefois que le chef de la secte était serein malgré une plaie à la tête. Le chef spirituel de Bundu Dia-Congo a été blessé vendredi au cours de l'opération de la police, opération au cours de laquelle il a été arrêté. Mais des députés de la province du Congo central ont négocié avec la police pour sa libération, ce qu'ils n'ont pas encore obtenu. Sur instruction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, 8 femmes et 3 enfants ont été libérés, annonce le général Sivano Kazongo. Selon cet officier, d'autres personnes, plus d'une centaine avec des charges légères, le seront également. Seuls devront rester en détention 45 hommes sur qui pèsent de lourdes charges. La police affirme avoir trouvé sur eux des armes blanches et des fusils. Ces hommes devront répondre de leurs actes devant les juges aux côtés du chef de la secte Bundu Dia-Congo. Si ce dernier est reconnu sain d'esprit après les examens au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. L'Union européenne appelle à un véritable cessez-le-feu en Libye. Dans un communiqué, le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'UE, Joseph Borrell, et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Italie, de l'Allemagne ont appelé à une trêve humanitaire en Libye. Ils exhortent toutes les parties au conflit à reprendre les pourparlers de paix. Souleymane. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour. Au revoir. Et merci. Voilà, c'est ça, merci. Les effets du ramadan. En tout cas. L'info, c'est ici. Coronews, l'actualité du Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Avec vous, Youssouf Bodian. Sédhiou devient la 11e région infectée par le coronavirus au Sénégal, qui a compté un 3e décès communautaire hier, c'est-à-dire des patients atteints du Covid-19 mais décédés avant d'arriver à l'hôpital, où 442 patients sont en traitement. Ce 27 avril, le continent compte 1423 décès confirmés pour 31 933 cas enregistrés et 9 566 guérisons, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria compte le plus grand nombre de décès, 40 au total, mais le Ghana reste le pays le plus touché avec 1550 cas et 11 morts. La Guinée-Conakry a franchi hier dimanche la barre symbolique des 1000 contaminations par le nouveau coronavirus. Parmi les 7 décès figurent le président de la commission électorale, Maître Amadou Salif Kébé, et le secrétaire général du gouvernement, Sékou Kourouma. La Guinée-Bissau a enregistré hier également son premier décès pour 54 cas confirmés. Plus de 200 médecins et soignants cubains sont arrivés aujourd'hui en Afrique du Sud pour participer à la lutte contre le coronavirus dans le pays le plus touché sur le continent. Selon le dernier bilan officiel, plus de 4500 cas d'infection au Covid-19, dont 87 morts ont été recensés. L'Algérie reste le pays le plus endeuillé sur le continent avec 425 décès pour près de 3400 cas. En Afrique centrale, le Cameroun est fortement impacté par le Covid-19, 53 décès pour 1621 cas. La pandémie a fait au moins 206 700 morts dans le monde pour plus de 2 900 cas qui ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec près de 54 900 décès et près de 964 937 infections confirmées. Suivent ensuite l'Italie avec plus de 26 644 morts, l'Espagne 23 190 et la France 22 856. En Espagne, justement, les enfants strictement confinés depuis la mi-mars peuvent désormais sortir 1 heure par jour, mais n'ont pas le droit de jouer avec d'autres enfants, de sortir sans un adulte ou de s'éloigner à plus d'1 kilomètre de leur domicile. Même après sa mort, une personne atteinte du Covid-19 peut être contagieuse, selon une étude récente rapportée par Scientific American. Un premier cas d'infection post-mortem a été signalé en Thaïlande. Selon ce rapport, 2 médecins légistes travaillant à Bangkok ont été probablement infectés par le virus encore actif dans le corps de patients décédés. Nous terminons avec l'actualité de Covid Organisque, fabriqué à Madagascar, qui compte 60 guérisons pour 124 cas et 0 décès. Son concepteur, le docteur Jérôme Mouniangui, annoncé en RDC pour aider son pays natal à faire face au Covid-19. Les informations circulent sur l'arrivée de ce jeune médecin à Kinshasa selon Radio Okapi.
Il est considéré comme l'un des inventeurs du Covid organique, traitement mis en place à Madagascar pour lutter contre la pandémie du coronavirus. La nouveauté, l'Académie nationale de médecine de Madagascar ne s'oppose plus à la distribution et à la commercialisation du Covid organique. Elle précise que ce n'est pas un médicament et demande un suivi des consommateurs et plus précisément des enfants. Pourtant, en début de semaine dernière, après la présentation officielle de la boisson, le président de l'ANAMEM avait publié un communiqué pour dénoncer la distribution de cette boisson produite sans le moindre contrôle médical. RFM, reportage. Ramadan, justement, pour le jeûne de cette année, le Khud ou le repas de l'aube connaît un changement à cause du couvre-feu. Il n'y a plus l'ambiance des jeunes qui faisaient le tour des quartiers pour réveiller les fidèles avec des tam-tams et autres sifflets. Les femmes sont aussi obligées de préparer les repas à l'avance. Reportage Oumou Kalsoum Ly. Dans la pratique du jeûne, le Khud occupe une place importante. C'est ce repas de l'aube autrement appelé Imsak. Cette année, avec le couvre-feu et le contexte du Covid-19, les femmes sont obligées de tout faire et très tôt pour avoir cette nourriture. Ndeye Marie habite le quartier Ngagne de Yoff. Nous avons de la chance parce qu'on est tout près de la mosquée. Avec l'appel du muezzin, on ne rate pas l'heure. On a tout acheté. À l'heure de la rupture, on achète tout. Et c'est bien normal dans ce contexte. Tout le monde doit respecter les règles d'hygiène et les mesures édictées par les autorités. Ningundoy, la quarantaine, couvre son nez et sa bouche à l'aide d'un masque blanc avec des rayures noires. Cette dame utilise le réveil de son portable pour ne pas se réveiller un peu tard. Avec le couvre-feu, les gens n'ont plus le droit de parcourir les quartiers. On est obligé de régler nos montres pour se réveiller à temps. Avec la fermeture des mosquées et les commerces, il s'y ajoute les jeunes qui ne peuvent plus réveiller les habitants du quartier à cause du couvre-feu. À chacun de trouver ses astuces pour éviter de rater ou d'étendre son repas matinal. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 27 avril 2020, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Coronavirus frappe encore au Sénégal. 8e, 9e mort ce week-end après un imam fauché chez lui à Thiès samedi. Une dame de 60 ans décède à Touba lors de son transfèrement au centre de traitement dimanche soir. Le journal Vox Populi note que le décompte macabre se poursuit. Plus de 130 cas en 48 heures, dont une quinzaine communautaire. Les communes de Tamba, Kaolack touchées, à Touba, un agent de l'hôpital contaminé au quartier HLM Bongré de Kaolack. C'est un employé de la B6 qui est infecté. Psychose générale à Touba, Kaolack et même Ambou, Bichon-Las. Le Covid-19 en chiffres et en psychose, Sud Quotidien nous dit que nous avons désormais 671 cas officiellement détectés au Sénégal. Des décès à domicile aussi, un cas importé à Vélingara. La porosité des frontières, une grande menace, écrit à grande place. Le Sénégal risque d'enregistrer beaucoup de cas importés venant des pays frontaliers. Selon mon confrère, depuis la fermeture des frontières, le Sénégal n'a enregistré plus de contamination venant de l'extérieur. Une large bande frontalière notée avec la Gambie et les deux Guinées. Un sérieux problème de quadrillage pour la police des frontières. Le journal Le Quotidien, qui se penche sur le cas importé de Guinée, justement, note que c'est au retour via Jakarta. La dame venue de la Guinée a franchi la frontière via Motou. La bonne dame s'est introduite au Sénégal par des pistes sinueuses contournant les principales voies d'accès. C'était mercredi dernier, explique le journal. Et elle a fait plusieurs arrêts avant d'être embarquée par une moto Jakarta à partir de Bonkoto jusqu'au village appelé Assarewoudou. Le motocycliste en question est de famille de Kunkane où a séjourné la femme. Sont confinés dans un centre touristique de la place. Le motocycliste, constate le journal, est un menuisier métallique à qui on a juste payé 6 000 francs CFA pour faire le job. Le président du comité de vigilance de Dialadian, village frontalier avec la Guinée, fait un cri de détresse. Nous faisons la patrouille en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, dit-il, par nos propres moyens, sans masque, sans carburant. Nous commençons à nous essouffler. Et de poursuivre, je crois qu'il faut confiner les motos dans une maison.
les cadenasser jusqu'à nouvel ordre. Sinon, le trafic va continuer. Les jeunes vont mettre tout le Sénégal en danger pour de modiques sommes. Il faut agir. Fin de citation. Mais pour Vox Populi, il faut ajouter à cela l'équation des boulangeries et le fil d'attente. Ils risquent d'être les principaux vecteurs de la maladie. Le journal Tribune parle de pain de tous les dangers. Les secrets de la mort de Lamine Sène, l'observateur les dévoile ce matin. Le confrère nous dit que l'imam de Buntu Dépôt des Thiès pensait souffrir de simple grippe, mais il est mort de coronavirus. Son infirmier traitant lui avait diagnostiqué un pauvre rhume. Question: pourquoi on pêche autant? Dans la réponse, le socio-anthropologue professeur Ibrahima Niang répond: le gouvernement pêche dans la communication sur le Covid-19. Elle est essentiellement biomédicale. Il faut une autre stratégie pour intéresser, s'adresser et avoir l'oreille des communautés. Et ça demande d'autres sciences, d'autres approches, indique-t-il. Dans le journal Le Soleil, Philippe Lalliot, l'ambassadeur de France au Sénégal, est convaincu qu'unis nous vaincrons. Sougnou Bolo Dinanu Amdam. Fin de citation. Dans le journal Les Échos, Maître Abdoulaye Wade avertit les musulmans et les invite à s'engager dans la lutte contre le Covid-19. Il dit: certains d'entre nous sont menacés de ne pas être parmi nous au prochain Ramadan. Il faut prendre donc au sérieux cette maladie qui a déjà emporté de nombreux membres de notre communauté au Sénégal et dans le monde. Pour non-respect de l'interdiction de déplacement en route pour Thiès, 100 de personnes interceptées à Gorom, note Vox Populi. 8 personnes venant de Touba et Louga arrêtées et mises en isolement. Et puis sport, pour boucler à la une du journal Record, Alioune Sarr qui évoque son départ du CNG. Invité de l'émission Le Grand Jury du dimanche à la RFM, le président du CNG est revenu sur les questions brûlantes de l'heure et a évoqué son départ de l'instance dirigeante de la lutte. Il dit: tous ceux qui parlent n'ont jamais posé leurs problèmes au sein de l'entité. Tant que l'autorité aura confiance en moi, je répondrai présent. Mais le jour où Dieu décidera que la mission est terminée, elle sera terminée. Pas avant. Dans le journal sur le Lambe, Mohamed Ali, qui revient de loin, il était terrassé par une méchante maladie. Il dit: j'ai frôlé la mort. Je me plaignais sans cesse de maux de ventre. Mon état de santé était devenu critique. Fin de citation. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue à Point de vue. Des malades du Covid-19 qui échappent à la surveillance épidémiologique et qui se manifestent tardivement après avoir répandu la maladie, intentionnellement ou pas d'ailleurs. Pour en parler, nos deux invités, le professeur Tandakha Ndiaye, professeur d'immunologie spécialisé dans les maladies infectieuses. Bonjour professeur. Bonjour. Nous sommes également en ligne avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du service national de l'éducation et d'information pour la santé. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur Ousmane Gueye, d'abord parce que c'est peut-être une question simplement de communication, de sensibilisation ou de simple sociologie. Ces malades qui échappent à la surveillance épidémiologique, qui échappent au radar du système mis en place pour détecter les cas positifs au Covid-19, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui explique que des malades attendent d'être presque à l'article de la mort, je suis désolé de le dire comme ça, avant de se présenter aux structures sanitaires de leur ressort? Mais merci beaucoup. Je pense que cette question, effectivement, est une question très, très pertinente et il faudra peut-être l'analyser sous plusieurs angles. Sous l'angle de la communication, certes, vous l'avez dit. Peut-être que là, en ce moment, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une communication accentuée sur ça, mais peut-être que la pénétrance reste. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, il faudra peut-être analyser aussi sous l'angle de la stigmatisation. Ça, c'est aussi possible que ça soit une explication. Le troisième angle, peut-être que on peut dire que c'est peut-être une habitude sénégalaise que je dirais, parce que si vous voyez, même en dehors du Covid, le plus souvent, nos concitoyens, avant de partir à l'hôpital, et déjà, ils ont fait d'autres circuits parallèles avant d'aller à l'hôpital. Donc, il y a
toutes ces explications qu'on peut amener par rapport à cette situation. Mais ce que je voulais dire au préalable par rapport à cette situation, c'est qu'on doit peut-être accentuer notre sensibilisation, notre communication vers ces personnels, parce que cette population, si vous remarquez, c'est avec effectivement les personnes âgées. Et deuxièmement, c'est des personnes peut-être qui présentent une comorbidité, c'est-à-dire une maladie sous-jacente. Donc, aujourd'hui, notre sensibilisation, certes si c'est à 100%, peut-être les 50 ou les 40% devraient aller vers cette population cible. Leur expliquer effectivement qu'ils doivent se protéger. C'est un. Deuxièmement, ils doivent rester à la maison. Mais troisièmement, s'ils sentent quelque chose, une quelconque manifestation clinique, une symptomatologie apparentée à cette maladie, se signaler le plus rapidement possible. Je pense que c'est ça qu'on devait dire à cette population. Alors, professeur Tandakha Ndiaye, vous êtes immunologue et spécialiste des maladies infectieuses. Alors, le problème que nous avons ici, c'est que cette maladie, elle est bizarre. Certains manifestent certains symptômes et pas d'autres. Certains ne manifestent même pas de symptômes. Vous appelez cela des cas asymptomatiques. Dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut espérer que chaque fois les suspects auront le réflexe d'appeler, parce qu'il ne s'agit même pas d'aller vers les médecins, c'est d'appeler les numéros, le numéro vert et d'autres numéros qui ont été donnés. Au plan de la symptomatologie simplement, est-ce que c'est pas là où se trouve le problème, c'est-à-dire je peux avoir un rhume ou faire une grippe que je fais une fois par an et me dire simplement c'est une grippe, ça va pas m'alerter plus que ça. Est-ce que il y a quelque chose à dire de ce point de vue-là, selon vous? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. La symptomatologie, elle est extrêmement variable dans le cas du Covid-19. Et donc, il y a des patients qui restent longtemps et ne montrent pas de symptômes. Il y a d'autres qui, en fait, en manifestent immédiatement. C'est là où peut-être la maladie est extrêmement complexe. C'est peut-être là où on va même au-delà même d'une infection virale simple. C'est ça le grand problème. Maintenant, ce qu'on demande souvent, c'est que si des symptômes arrivent que vous n'avez jamais vus, ou même que vous avez eu auparavant, il y a des réflexes qu'il faut adopter. D'abord, il faut qu'il y ait un auto-confinement. Et ça, c'est très important. Parce que même si vous restez à la maison, il faut d'abord un auto-confinement. Parce que si vous faites un auto-confinement, ce qui va se passer, c'est que vous allez confiner le virus, et respecter la distanciation sociale. Ça, c'est un peu difficile au départ, mais je crois qu'il faut que les gens aient maintenant de plus en plus ce réflexe-là. Vous préconisez le principe de précaution, c'est-à-dire dans le doute, mieux vaut penser qu'il se peut que ce soit le Covid-19, donc prendre les mesures en conséquence. Exactement. Et ça, c'est le premier geste qui est important, parce que tout simplement, on ne sait pas exactement où ça va aller. Mais le deuxième point également, qui est le plus important peut-être, c'est que les gens ne doivent pas rester trop longtemps et ne pas abuser. Pourquoi? Parce que ça peut aller d'une simple grippe ou bien d'une simple manifestation virale, comme on le dit simplement, un syndrome grippal, qu'on peut résorber rapidement, mais ça peut aller vers une autodestruction de la personne même. Et c'est l'autodestruction c'est une phase qui est la phase la plus difficile et la plus improbable, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi d'ailleurs il est quand même bien, c'est une maladie qui demande une certaine responsabilité des personnes. C'est une responsabilité individuelle. Mais en prenant cela en compte au départ, vous pouvez non seulement faire un autoconfinement, mais vous pouvez également être sauvé rapidement, parce qu'on sait très bien que plus la prise en charge est précoce, mais mieux vous en sortez. Exact. Donc nous, on conseille vraiment de faire d'abord l'autoconfinement et de mettre les mesures barrières et d'essayer maintenant d'être en contact avec les cellules. Et d'envoyer même quelqu'un pour aller contacter même des gens, pratiquement au niveau de l'hôpital, qui vous aident, si vous n'avez pas de téléphone et quelque chose comme ça. Mais professeur, certains peuvent penser que, puisqu'on dit que certains peuvent attraper la maladie, ne pas développer de symptômes, guérir, et on ne le saura qu'après, par voie sérologique, est-ce que c'est pas ça qui encourage certains aussi à ne pas se manifester en se disant que je suis généralement en bonne santé, donc probablement je peux faire la maladie sans trop de dégâts. Et vous avez entendu tout à l'heure docteur Bousso dire que il faut pas parler on ne peut pas parler de statut sérologique. Qu'est-ce que vous pensez de cela, vous?
Oui, effectivement, il y a des gens qui sont guéris naturellement. Et ça, c'est comme dans toutes les maladies virales. On peut être guéri naturellement et développer certainement, pour certains, un taux d'anticorps très très élevé qui peut probablement vous protéger. Et même dans le cas d'espèce du coronavirus, on ne sait pas exactement quel est le degré de protection des anticorps qu'on va obtenir. On ne sait pas. Il y a beaucoup de discussions autour. Il faut attendre encore un temps plus long pour en savoir davantage. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Mais mieux vaut ne pas prendre de risques. Mais c'est mieux de ne pas prendre de risques parce qu'on ne sait pas exactement à quel niveau, parce qu'on a dit plusieurs fois, l'infection, c'est 3 phases. La phase virale, qui est une phase beaucoup plus facilement gérable, une phase pulmonaire et une phase hyper-inflammatoire qui vient détruire plein de choses. Donc, on ne sait pas exactement à quel niveau à quelle phase vous irez. Merci. Donc, c'est ça qui amène les gens pratiquement à dire à tout le monde et être extrêmement vigilant. Merci beaucoup. La stigmatisation pose problème, c'est vrai, comme l'a dit mon confrère Dr Gay, mais il faut que les gens fassent au-delà. Il faut qu'on soit aidé à ce niveau-là, que les gens sachent que même quand il y a une stigmatisation, c'est mieux de l'avoir plutôt que d'en mourir, bien naturellement. Merci à vous, professeur Tanda Ndiaye. Dernier tour de parole à vous, docteur Ousmane Gueye. Vous avez un peu analysé globalement la situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut dénoncer par des tiers qui voient la personne malade, ses proches, etc. Le fameux naming and shaming, cher aux anglo-saxons. Honnêtement, on se demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour encourager. Vous avez suggéré tout à l'heure qu'il y ait une communication plus ciblée vers les personnes les plus exposées et qui ne sont pas peut-être exposées aux messages qui passent sur nos médias. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour vraiment convaincre les gens d'aller, d'appeler, de prendre le téléphone et d'appeler pour se faire consulter? Mais merci beaucoup. C'est pourquoi je dis à tous mes collègues médecins, les professeurs, de ramener le débat au niveau de la population. Je pense que c'est important. C'est important. Nous, on peut débattre en termes de médecine, l'infection et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la population générale est confrontée à un problème qui est là. Et ils ne sont pas des techniciens. Ils ne sont pas des techniciens. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est important de dire à la population, surtout ces populations cibles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes vivantes avec un handicap, les personnes vivantes avec une tare sous-jacente, leur expliquer effectivement qu'ils peuvent avoir cette maladie. Et cette maladie est une maladie comme toutes les autres maladies. Si on la prend en charge très précocement et normalement, ils peuvent s'en sortir. Je pense que c'est ce message qu'on doit apporter à la population. Aujourd'hui, on a vu effectivement certaines populations sont en train de dénoncer, de pas dénoncer même, mais de dire aux autorités sanitaires, telle personne a cette maladie ou bien telle personne présente une symptomatologie. Je pense que c'est bien quelque part. Mais disons à cette population, surtout de 60 ans ou plus, de rester chez eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudra qu'on leur dise de se protéger, d'observer cette distanciation sociale et le port de masque également. Mais troisièmement, dès qu'ils sentent vraiment une quelconque manifestation clinique ou une symptomatologie apparentée à la grippe, de rester sur place, comme l'a dit le professeur Tandaha, de s'auto-confiner. Ça, c'est important, et de prendre leur téléphone et appeler les autorités sanitaires. Une dernière question. Est-ce qu'il est possible que certaines personnes soient décédées du Covid-19 et qu'on ne le sache pas? Si oui, est-ce qu'il faudrait systématiquement faire des analyses post-mortem dans certaines conditions, bien naturellement, pour vérifier cela? Vous savez, aujourd'hui, les autorités sanitaires, et je dirais même les médecins, que ça soit au niveau des hôpitaux et des centres de santé, sont tellement avertis que on le fait pratiquement systématiquement pour toutes les personnes décédées. On le fait. Surtout, vous savez, un médecin, quand il reçoit un malade, il va faire un interrogatoire. Si vraiment l'interrogatoire l'oriente vers cette pathologie, vraiment, avant de délivrer un certificat de mort, ils vont faire le prélèvement et le certificat de genre de mort va dire effectivement s'il s'agit de cette maladie ou pas. Je pense que ça, vraiment, c'est un réflexe aujourd'hui qui est ancré chez tous les praticiens. Et vous avez vu, heureusement, il y a quelqu'un qui est décédé je crois,
Louga, on a fait le prélèvement. Touba hier également, ça a été la même chose. Donc, ce qui veut dire que vraiment ce réflexe aujourd'hui, il est ancré. Et vraiment, peut-être il y aura un risque, le risque zéro n'existe pas. Peut-être qu'il y aura certains qui vont échapper. Mais je pense bien que la majorité des personnes décédées et dans une situation plus ou moins douteuse feront l'objet de prélèvements. Merci, docteur Ousmane Gueye. Merci à vous également, professeur Tanda Ndiaye, tous les deux d'avoir participé à ce point de vue. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 13h, la grande édition de la mi-journée en Wolof, journal qui sera présenté par Mamadou Mohamed Ndiaye. D'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Tout de suite.